Les 12 premières heures. De la chaîne Jack Nightmares. Traduit et interprété par Chris J. Vero. Je suis animateur de radio de nuit pour une petite station située à la périphérie de la ville. Mon émission n'est pas vraiment populaire. C'est le genre de programme que les insomniaques découvrent par hasard en tripotant le bouton de leur radio au beau milieu de la nuit. On y parle assez souvent de théories du complot, de mystères locaux et parfois d'auditeurs qui affirment avoir vu quelque chose dans les champs derrière leur maison. Ceci est le récit des 12 premières heures après que le monde a changé. Raconté depuis cette cabine solitaire au néon vacillant. C'est peut-être la dernière chance que j'aurai de rétablir la vérité. Je ne sais pas si un jour quelqu'un écoutera ceci. Mais si jamais c'est le cas, écoutez attentivement. Ma nuit de travail avait commencé comme n'importe quel autre service. L'horloge indiquait 23h54 quand je me suis affalé dans ma chaise grinçante, laissant la playlist automatisée de la station continuer à jouer. Dehors, le ciel était épais de nuages, masquant toute la lumière lunaire. On aurait dit que la nuit elle-même portait quelque chose de lourd, de menaçant. Mais dans mon métier, ce genre d'ambiance est presque normal. Les gens qui appellent pour parler de ces lumières étranges dans le ciel ou d'empreintes mystérieuses sur leur terrain sentent toujours une forme de malaise dans l'air. J'avais ma routine, prendre une tasse de café, parcourir les infos locales, puis attendre le passage à leur pile pour lancer mon segment en direct. Ma collègue Raina s'occupait de la partie technique. C'est elle qui passait les appels et veillait à ce que nous restions à l'antenne. On se voyait rarement en face, la cabine étant séparée de la régie par une vitre. Mais elle me faisait toujours un petit signe de la main avant de partir en pause. Mais cette nuit-là, elle n'en a pas eu le temps. À minuit pile, j'ai enclenché mon micro. Le voyant on-air a bourdonné avant de s'illuminer en rouge. Mon retour sur Midnight Whisper, sur WXJT. Ici Conrad, pour vous tenir compagnie pendant les petites heures. Appelez si vous avez une histoire que tout le monde doit entendre. Ma voix résonnait faiblement dans la cabine étroite. Une seconde plus tard, les lignes téléphoniques s'illuminèrent. 2 appels, 3 appels. Rien d'inhabituel pour un début de segment. Et Raina en passa un. L'homme parlait d'une voix tremblante, comme s'il avait couru avant de saisir son téléphone. Allô ? Je suis en direct ? Oui, vous êtes à l'antenne sur WXJT. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Eric. Je ne sais pas vraiment combien de temps j'ai. Il se passe quelque chose dehors devant mon immeuble. Je crois que des gens sont malades. Ils errent comme s'ils étaient dans une sorte de transe. J'ai vu quelqu'un se faire coincer dans le hall par un groupe. La ligne grésillait. Je jetai un regard vers ma régie, m'attendant à voir Raina me faire un signe, mais elle était déjà au téléphone, probablement avec un autre auditeur. Respirez, Eric, respirez. D'où nous appelez-vous ? Je suis dans le centre-ville, près de l'ancien centre commercial. Les sirènes de police n'arrêtent pas depuis plus d'1 heure. J'ai essayé d'appeler le 911, mais la ligne est occupée. Mon voisin parlait d'une émeute tout à l'heure, mais ce n'était pas une bagarre. Je sais même pas comment décrire ça. Ces gens, ils nous mordaient. Puis la ligne se coupa. Normalement, j'aurais mis ça sur le compte d'un canular ou d'une mauvaise connexion. Mon émission reçoit des tonnes. Mais quelque chose dans la voix d'Eric resta accroché à mon esprit comme un parasite radio. Un autre appel arriva presque immédiatement. Une femme affirmait s'être enfermée dans sa voiture parce que des gens devenaient violents sur le parking. Puis ce fut un agent de sécurité d'un cinéma local qui expliqua qu'un groupe de spectateurs s'était rué sur lui comme s'ils avaient perdu toute forme de raison. En quelques minutes, ce fut 4, 5, puis 6 appels, et tous décrivaient le même chaos. Des personnes incapables de parler clairement, attaquant quiconque se trouvait à portée. Certains disaient qu'elles avaient l'air pâles et lentes. D'autres parlaient de marques ou de bleus, de blessures. Ce n'était plus une plaisanterie. À minuit 20, tout le standard clignotait, sans interruption. Raina m'appela sur la ligne interne. Conrad, je n'ai jamais entendu ça. Tu veux que je filtre davantage les appels ?
Non. Passe-les tous. Il se passe quelque chose dehors. Je tentais d'ouvrir le fil d'actualité locale. Rien. Aucune alerte officielle. Seulement de vagues mentions de troubles civils. C'était incompréhensible. Et plusieurs quartiers de la ville étaient assiégés par ce que les gens décrivaient comme des cauchemars vivants. Comment pouvait-il y avoir si peu de couverture médiatique? Vers minuit 30, une alerte d'urgence interrompit tous les canaux. Un bip strident résonna dans la station. Un message défila à l'écran. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir un message d'urgence de la part des autorités locales. Je vous le lis si vous n'êtes pas à proximité d'une télé. Alerte d'urgence. Les résidents sont priés de rester à l'intérieur et de verrouiller portes et fenêtres. Les autorités locales font face à une augmentation d'incidents violents. Veuillez attendre de nouvelles instructions. Aucune explication. Aucun détail. Seulement un ordre sec. Restez confinés. Raina, il faut contacter les autorités, la police, quelqu'un. J'essaye, mais toutes les lignes sont occupées. Notre station était perchée sur une colline boisée à l'écart de la ville. Normalement, je ne m'inquiétais jamais des intrusions. Les grilles restaient fermées la nuit et l'entrée principale nécessitait un badge. Mais cette nuit-là, le sentiment d'être coupé du monde pesait lourdement. Des appels continuaient d'affluer, des cris, des supplications, des descriptions d'horreur dans les rues. Je diffusais autant de témoignages que je pouvais le faire, espérant que quelqu'un, quelque part, écouterait et resterait à l'abri. À 1h15, je reçus un appel qui me glace encore le sang aujourd'hui. Le téléphone sonna et je fis signe à Raina de le passer à l'antenne. La voix d'un homme, étonnamment calme comparé aux autres, parlait avec un ton mesuré. Je suis en direct. Oui. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je m'appelle Jordan. Je suis routier. Je roule sur la route 14 à quelques kilomètres à l'entrée ouest de la ville. Je ne sais pas combien de personnes peuvent m'entendre, mais je dois prévenir tout le monde. Les bretelles de sortie sont complètement bloquées. Les gens abandonnent leurs voitures. J'ai vu un groupe de... appelons-les des désinfectés se jeter sur une famille qui essayait de s'éloigner à pied de leur monospace. J'ai rien pu faire. J'ai continué à rouler. L'un d'eux s'est tourné vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et je n'ai jamais vu des yeux comme ça. Vides. Froids. Pensez-vous qu'il soit encore possible de fuir en voiture? J'étais parfaitement conscient du ridicule de traiter ça comme un simple bulletin de circulation. S'ils peuvent rouler vite, peut-être. Mais j'ai l'impression que les infectés se répandent. Je les ai vus traverser le terre-plein central. Il n'y a plus aucun côté de la route qui soit sûr. La ligne se coupa. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce que j'avais connu dans cette cabine. Je tentais de conserver une voix rassurante à l'antenne, mais à l'intérieur, la panique me rongeait. Des mots tournaient dans ma tête. Virus, infection. Pourquoi les alertes officielles restaient volontairement vagues? Quoi que ce soit, ça se propageait à une vitesse anormale. Raina se pencha dans l'embrasure de la porte, un téléphone sans fil serré contre sa poitrine. « On vient de perdre le contact avec la station d'info du centre-ville. Ils parlaient d'une évacuation, puis la ligne a coupé. Ils m'ont jamais rappelé. » J'hésitais. « Raina, tu crois qu'on devrait évacuer ?» Mais elle termina ma phrase pour moi. « Pour aller où? Les routes sont bloquées, les gens deviennent violents. On serait peut-être plus en sécurité ici. » Le bruit nous fit sursauter tous les deux. C'était Tyler, notre agent de sécurité, qui revenait de sa ronde. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'air épuisé. « On reste ici. On reste ici, pour l'instant. » Entre 2h et 4h du matin, les téléphones ne cessèrent jamais de sonner. Je continuais à diffuser, tentant d'apporter un semblant de calme au milieu de l'inconnu. Mais chaque appel grignotait un peu plus mes nerfs. Un père chuchotait depuis son grenier, terrorisé pour ses enfants. Une femme enfermée dans un bureau décrivait les silhouettes qu'elle voyait errer dehors. Parfois, je ne comprenais même plus les mots, seulement des sanglots. Des cris, puis le silence, quand la ligne se coupait. Vers 4h15, la fatigue me rongeait. Je laissai tourner un message d'urgence préenregistré et sortis de la cabine. Raina était affalée dans un fauteuil, le visage éclairé par les voyants du standard.
Ça va? J'imagine que oui. Enfin, c'est irréel. Tyler entra brusquement. On a un problème. Il expliqua qu'on avait entendu quelque chose frapper la clôture métallique à l'arrière. Il ne disait rien. Il se contentait de foncer dedans. Et quand j'ai braqué ma torche sur eux, il n'y avait plus rien. Seulement les arbres. Vers 5 heures, une lumière terne commença à filtrer par les fenêtres. L'aube approchait, et avec elle la certitude que la ville n'était plus sous contrôle. Les alertes d'urgence se répétaient en boucle, les scanners de police crachaient du grésillement et des transmissions à moitié étouffées. Je retournai à la cabine. Ici, Conrad, sur WXGT. Il est 5h04. Nous sommes toujours à l'antenne. Les conditions se sont détériorées dans toute la région. La recommandation officielle reste de rester à l'intérieur et confiné. Si vous êtes en sécurité quelque part, s'il vous plaît, restez-y. Raina fit passer un autre appel, sans me prévenir, ce qui me fit sursauter. Une voix familière revint habiter la cabine. Conrad? C'est Eric. Eric? Tu m'entends? Tu vas bien? Oui. Désolé, j'ai disparu. Le courant a sauté dans tout mon immeuble. Le hall était devenu un enfer. Conrad, les gens qui se sont fait attaquer se relèvent. Mais ils ne sont plus eux-mêmes. Ils rejoignent les autres. Il n'y a aucun moyen de raisonner avec eux. Eric, est-ce que tu peux te mettre à l'abri? Sur le toit, ailleurs? Je suis au dernier étage, barricadé dans un local de stockage. Je vois la rue par une petite fenêtre. Il y a de la fumée, des incendies. Si quelqu'un m'écoute, soyez extrêmement prudent avec toute personne qui a été mordue ou griffée. Je crains qu'il ne reste pas humain très très longtemps. Et la ligne mourut à nouveau. Vers 6 heures du matin, notre pire crainte se réalisa. La ligne principale céda. Les lumières s'éteignirent, les ordinateurs clignotèrent, et ce fut l'obscurité totale. Il ne restait plus que les éclairages d'urgence à pile pour guider nos mouvements affolés. Tyler courut démarrer le générateur, Raina jonglait avec les interrupteurs. Moi, je restais immobile, le cœur battant à m'en faire mal. Si le générateur lâchait, c'était la fin. Finalement, une faible lumière stable revint. Nous avions encore une voie, pour l'instant. Pendant l'heure suivante, nous avons continué à émettre. Tyler rapporta que les coups contre la clôture arrière reprenaient, de temps en temps, par intermittence. À une ou deux reprises, les lignes téléphoniques tombèrent, puis revinrent. Une poignée de nouveaux appelants réussirent à nous joindre, et tous racontaient la même chose qu'Eric et Jordan. Une fois attaquées, les personnes changeaient, puis elles rejoignaient les autres. Peu après 7h15, le ciel devint gris pâle. Les bruits de la ville, les sirènes, les klaxons, le grondement lointain des voitures ou des hélicoptères, formaient une rumeur continue qui ne cessait jamais vraiment. Dans la cabine, je tentais de garder une voix stable, mais la tension me rongeait. Mes jambes tremblaient nerveusement sous le bureau. Un adolescent appela, caché dans le placard d'un supermarché. Un autre expliqua qu'ils observaient depuis 1 heure du 2e étage des gens errer dans les rues, désorientés, mais attirés par le moindre bruit émis par des survivants. Chaque appel semblait ajouter une pièce au puzzle qui devenait de plus en plus clair. Une ville entière était en train de s'effondrer. Vers 8 heures, Tyler repartit faire une ronde, et quand il revint, son visage était livide. J'ouvris une fenêtre à l'arrière pour jeter un coup d'œil. Je vis des empreintes menant de la clôture jusqu'à la porte. Elles étaient fraîches. Mais tu n'as rien vu? Non, mais qui que ce soit, il pourrait être encore dans le coin. Les portes sont verrouillées, ça devrait tenir. Mais nous savions tous que ça devrait tenir n'était pas la même chose que nous sommes en sécurité. Il n'y avait nulle part où fuir. Aucune instruction des autorités à part les messages en boucle nous ordonnant de rester à l'intérieur. Alors nous avons fait la seule chose possible. Nous sommes restés à l'antenne.
Je pensais sans cesse à Eric, à Jordan le routier, à tous ces appelants paniqués. Était-il encore en vie, caché quelque part, écoutant notre faible signal radio? Vers 9 heures, l'aiguille du réservoir du générateur commençait à baisser dangereusement. Raina fouilla les placards de stockage et trouva des bouteilles d'eau, des crackers et des barres protéinées. De quoi tenir un jour ou deux, tout au plus. Notre plus grande crainte restait la même. Quand le générateur s'arrêterait, nous deviendrions simplement 3 personnes dans un bâtiment silencieux, coupé du monde. Nous décidâmes de passer sur une diffusion minimale, une boucle de messages d'urgence préenregistrés, interrompue uniquement lorsqu'un appel en direct passait. Cela économiserait un peu d'énergie et nous donnerait à nous une chance de souffler. Mais aucun de nous ne réussit vraiment à dormir. Vers 10 heures, le soleil était bien levé, mais la journée n'apportait aucun sentiment de sécurité. Le téléphone sonna à nouveau. Je m'appelle Nadia. Je suis au dernier étage d'un hôtel près de l'autoroute. Le parking est envahi. J'ai vu un groupe, peut-être 15 ou 20 personnes. Ils tournent en rond comme s'ils attendaient quelque chose et parfois ils se mettent à courir dès que quelqu'un sort. Des gens ont essayé de fuir en voiture. Ils n'ont jamais quitté le parking. Je suis juste contente que vous soyez encore à l'antenne. Ça veut dire que tout le monde n'a pas disparu. Ces mots faillirent me briser. Nous n'étions plus seulement des voix à la radio. Nous étions le dernier signe de normalité pour quelqu'un. Vers 11 heures, la fatigue accumulée tira lourdement sur mes paupières. Raina s'assoupit brièvement dans la régie, la tête appuyée contre une pile de cartes d'identification de la station. Tyler faisait les 100 pas dans le couloir, jetant parfois un coup d'œil aux fenêtres. Je rallumai le micro pour ce que je pensais être un dernier message en direct, avant de relancer la boucle. Ici Conrad, sur WXGT. Il est presque 11 heures. Si vous m'entendez, souvenez-vous, restez à l'intérieur, faites le moins de bruit possible, et ne tentez jamais de confronter quelqu'un qui semble infecté. Nous ne savons pas ce qui cause cela. Tout ce que nous savons, c'est que votre meilleure chance est de rester caché. Vous n'êtes pas seul, il reste des survivants, et si nous restons forts et unis, peut-être qu'on s'en sortira. Alors que je parlais, un bruit sourd résonna quelque part dans le bâtiment, puis un grattement. Ma main se crispa sur le micro, je levai les yeux. Raina se réveilla en sursaut. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Tyler apparut derrière la vitre insonorisée, hurlant quelque chose que je n'entendais pas, mais son geste paniqué était sans équivoque. Quelqu'un était à l'intérieur. Je reposai lentement le micro et ouvris la porte. « Tyler !» Il pointa le fond du couloir. « J'ai vu quelqu'un entrer dans la salle de pause, mais je n'ai pas bien vu qui c'était. Un survivant, peut-être, mais je ne prends aucun risque. » Nous avancions prudemment vers la salle de pause, armés uniquement de lampes torches et d'adrénaline. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, les lumières étaient éteintes, alors que nous les avions laissées allumées. Mon esprit s'emballa. Un conducteur perdu, un infecté attiré par nos émissions. Ou pire. Tyler poussa la porte du pied. Le faisceau de ma lampe balayait la pièce. Une table, quelques chaises, un vieux distributeur automatique. Et je le vis. Une silhouette, recroquevillée dans le coin. Elle bougea en émettant un gémissement faible. Un homme tituba vers la lumière, une main pressée contre son abdomen. Ses vêtements étaient tachés de sang. Autour de son cou pendait un badge. Manny, un de nos ingénieurs habituellement de jour. Je ne savais même pas qu'il était dans le bâtiment. Il tenta de parler, mais seul un souffle rauque sortit de sa bouche, puis il s'effondra. Par réflexe, je me précipitai vers lui. « Attends. Sois prudent. Je peux pas le laisser comme ça. » Je m'agenouillai près de Manny. Raina restait juste derrière moi, sa lampe torche dessinant un arc de cercle tremblant sur le sol. Les yeux de Manny papillonnaient. Ses lèvres remuèrent sans produire de son, puis, enfin, dans un souffle presque inaudible, il parvint à parler. Mordu. Un froid brutal me traversa. S'il disait vrai,
Et si tout ce que nous avions entendu suggérait que c'était le cas, alors Magny risquait de devenir l'un d'eux. Mais à cet instant précis, il était encore humain. Il était encore conscient et terrifié. Ses doigts se refermèrent sur ma manche avec une force désespérée. « Aidez-moi !» Je levai les yeux vers Tyler. Son visage était livide. On ne sait pas combien de temps il a devant lui. Je ne pouvais pas me résoudre à l'abandonner. Raina proposa d'aller chercher une trousse de premier secours, mais la respiration de Magny devenait de plus en plus laborieuse. Nous l'avons aidé à s'allonger sur le canapé de la salle de pause, sans savoir quoi faire d'autre. Tyler se porta volontaire pour rester avec lui en faction. Raina et moi retournâmes vers la cabine. Il était 11h30 quand je repris ma place derrière le micro. Je n'avais jamais été aussi épuisé de toute ma vie. J'enclenchai l'antenne une dernière fois. À toute personne qui m'écoute encore, ici Conrad sur WXGT. Nous avons un autre survivant dans le bâtiment, mais il est gravement blessé. Nous allons faire ce que nous pouvons. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons rester à l'antenne. Le carburant du générateur est limité et la situation autour de nous est dangereuse. Si vous êtes dehors, restez prudents. Évitez tout contact avec les personnes potentiellement infectées. Il reste encore de l'espoir. Il le faut. Je coupai le micro et relançai la boucle d'urgence. Mon esprit était lourd, ma gorge était sèche. Raina posa une main sur mon épaule, un geste silencieux de réconfort avant de jeter un regard inquiet vers le couloir. Nous pouvions entendre Tyler parler doucement à Magny en tentant de le maintenir conscient. Il est maintenant presque midi. Cela fait 12 heures que ce cauchemar a commencé. J'écris ceci dans mon journal parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Nous n'avons reçu aucune mise à jour des autorités, seulement les mêmes instructions en boucle. Restez à l'intérieur. Les lignes téléphoniques sonnent encore parfois, mais les appels sont plus rares. Certains viennent de personnes trop terrifiées pour former des phrases cohérentes. Leur voix déborde de panique brute. L'état de Magny reste incertain. Il n'est pas devenu violent, mais sa blessure est grave. Nous oscillons entre l'envie de l'aider et la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Dehors, le vent agite les arbres autour de la station. Par moments, on entend des bruits lointains sans pouvoir dire s'il s'agit d'infectés ou simplement d'une ville qui s'effondre. Le générateur pourrait lâcher à tout moment. Quand ce sera le cas, le silence sera peut-être la pire chose. Plus de lignes téléphoniques, plus de bourdonnement électrique, jusqu'à cette terrible certitude que nous sommes seuls. Une partie de moi espère encore qu'une équipe de secours arrivera, ou qu'un appel nous annoncera l'existence d'une zone sécurisée. Mais jusqu'ici rien. Je continue de diffuser, je continue de parler dans le micro, parce que quelque part, quelqu'un cherche peut-être désespérément un signe de vie sur les ondes. Peut-être que mes mots aideront quelqu'un à rester caché jusqu'à l'arrivée des secours, ou au moins à ne pas se sentir seul dans le noir. Ceci est Conrad, mettant fin à ce témoignage écrit pour l'instant. L'épidémie a brisé notre monde en seulement 12 heures. Si vous entendez ceci, si vous lisez ceci, tenez bon. Nous n'abandonnons pas. Les portes sont encore verrouillées, la clôture tient toujours, il reste un peu de carburant dans le générateur. Nous devons croire que le matin apportera une issue, ou au moins que le monde continuera de tourner malgré tout. J'aimerais pouvoir offrir une conclusion claire, une fin propre, bien emballée. La vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Les lumières de la ville s'éteignent une à une. Nous sommes peut-être parmi les derniers encore à l'antenne. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Attendre le soleil plus haut dans le ciel, attendre un appel porteur de bonnes nouvelles. Ou attendre le dernier coup porté à notre espoir. À toutes les personnes à l'écoute, restez en sécurité. Nous sommes toujours là. Et nous n'avons pas encore renoncé. Dans ce vaste monde plongé dans l'obscurité, un faible signal radio peut encore vouloir dire que vous n'êtes pas seul.
have to just do good, one of and I'm these, gonna right? compete. Not all of them. Okay, can I pick the same one? No. What? Fine. Thank you. Okay, because petting animals is good. Okay, yes, I agree. But then we have I to think it's pick the one. most fun. Yeah, I think yeah, exactly. 2 common tasks and 1 role-specific task. Yeah. That's Okay. what we have. Yeah. And then we are ready to go. And then so if I win, that means that my chat gets a giveaway code. If you win, that means your chat gets a giveaway code.